Salut à tous, du coup je vais vous présenter la correction de l'exercice 3 de l'ARMA numéro 2 de Bioméca. Donc première partie, question 1. Donc on vous demandait de donner la différence entre l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Donc tout d'abord l'énergie potentielle de pesanteur, donc notée EPP, c'est égal à mgh, donc elle se calcule donc en fonction d'une hauteur, alors que l'énergie potentielle élastique, qui se calcule par la formule E potentiel élastique est égale à 1 demi de kx carré, donc elle va se calculer avec une constante élastique qui dépend uniquement du matériau qui sera mis en tension, mais aussi en fonction de la déformation en mètres de la puissance. Mais aussi en fonction de la déformation en mètres à la puissance 2. Alors, la question 2, donc elle vous demandait comment varie l'énergie mécanique. Donc il faut savoir que l'énergie cinétique reste... Alors ça va être l'énergie mécanique qui reste toujours constante en l'absence de force externe. C'est pas l'énergie cinétique, c'est bien l'énergie mécanique. Donc exercice 3, donc pendant une partie de tir à l'arc, Angéline, la magnifique presse du TUT, tire avec une flèche de 187 grammes vers une cible située à 1,5 m au-dessus du sol. Donc la question 3 vous demandez, sachant que l'énergie potentielle élastique est de 600 joules, calculez la vitesse de la flèche. Pour cet exercice, on considérera que la flèche reste à une hauteur constante de 1,5 m de haut tout au long du mouvement. Donc, à l'état initial, on considère qu'il y a une absence de force externe, donc on peut dire que les énergies mécaniques sont constantes. Donc, on peut écrire que EM1, donc EM pour énergie mécanique, EM1 est égal à EM2, ce qui est équivalent à dire que l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur à l'état initial est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur à l'état final. Donc là, on peut supprimer les énergies potentielles de pesanteur de l'égalité. Donc on obtient énergie potentielle élastique est égale à l'énergie cinétique. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc on peut supprimer l'énergie potentielle de pesanteur car elle est constante tout au long du déplacement, étant donné que la flèche reste à une hauteur constante. Vu que l'énergie potentielle de pesanteur se calcule par la formule mgh, la masse de la flèche ne va pas changer, la constante g non plus, et on nous dit que la hauteur non plus, donc nécessairement l'énergie potentielle de pesanteur sera constante. Donc on peut écrire maintenant, on part de cette égalité-là. Donc on nous dit dans l'énoncé, si je dis pas de bêtises, oui, donc l'énergie potentielle élastique est de 600 joules. Donc je reviens à la diapo. Voilà, donc on peut écrire que l'énergie potentielle élastique est égale à 600. L'énergie cinétique, elle se calcule par la formule 1 demi de mv carré. Donc, on connaissait la masse de la flèche et il n'y avait plus que la vitesse qui est inconnue. Donc, si on isole la vitesse, on obtient V égale racine de 600 divisé par 1 demi fois 0,187. Donc là, il faut bien faire attention de repasser la masse de la flèche en kilogrammes et surtout pas la laisser en grammes. Et on obtenait une vitesse de 80,1 mètres par seconde. Donc attention, quand on calcule la vitesse à partir de la formule de l'énergie cinétique, on obtient bien une vitesse en mètres par seconde. Donc bien penser à la convertir en kilomètres par heure. Donc là, dans ce cas-là, on multiplie 80,1 par 3,6 pour obtenir 288,36 km par heure. Question 4. Sachant que la cible se situe à 20 mètres, que la vitesse de la flèche est constante, quelle est la puissance de la flèche?
Donc là, en fin de compte, il fallait juste utiliser la formule de base de la vitesse, donc V égale D sur T. On isole le temps T, donc ce qui nous donne T égale D sur V. Donc la distance, elle nous a donné dans la question 4, 20 mètres. La vitesse, on l'a calculée à la question précédente. Donc là, 80,1, donc il faut bien mettre la vitesse en mètres par seconde. Et on obtenait un temps de 0,25 secondes. Donc la puissance, c'est le rapport entre l'énergie et le temps. Donc autrement dit, la puissance, c'est une énergie divisée par un temps. Donc en fait, il faut bien garder à l'esprit que la puissance, c'est un débit d'énergie. Donc l'énergie, on nous l'a donné dans l'énoncé, c'était 600. Le temps, on vient de le calculer, 0,25 secondes. Donc on obtenait une puissance de 2400 watts. Partie 2. Hugo en a marre de faire ses ronéos. Il décide donc de faire du plongeon. Il saute avec une vitesse nulle d'une hauteur de 10 mètres, sachant qu'il pèse 61 kg. Question 5. Calculez sa vitesse finale avec les formules de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Donc là, en l'absence de force externe, on sait que EM1 égale EM2, ce qui a pour conséquence que EPP1 plus EC1 est égal à EPP2 plus EC2. Donc là, on remplace EPP1 par la formule, donc MGH1, EC1 par sa formule, 1 demi de MV1 carré, et on fait de même pour l'état final, et donc on obtient MGH2 plus 1 demi de MV2 carré. Donc, d'après les données de l'exercice, on a H1 qui est égal à 10 mètres. H2, lui, est égal à 0. V1 qui est égal à 0 mètres par seconde. Et nous, on voudrait chercher la vitesse finale V2 en mètres par seconde. Donc 2 plus, la masse est constante. Donc on peut écrire que G fois H1 est égal à 1 demi de V2 au carré. Et on isole V2, ce qui nous donne V2 est égal à racine de G fois H1, le tout divisé par 0,5, 1 demi. Donc, si on applique les valeurs numériques, ça nous donne racine de 10 fois 10 sur 0,5, et on obtient une vitesse finale de 14,14 mètres par seconde. Donc, concernant la simplification, donc H2, donc si H2 est égal à 0, ça veut dire que MGH2, tout ça, ça se supprime. Et on sait aussi que V1 est égal à 0. Donc là, V1 égale 0, ça veut dire que 1 demi de MV1 au carré se supprime aussi. Après, on nous a dit que la masse était constante. Donc on peut la supprimer aussi. Donc en fait, je revenais, c'était pour expliquer cette simplification-là. Voilà. Donc Hugo arrivera dans l'eau avec une vitesse de 14,14 mètres par seconde. Question 6. Calculez sa vitesse finale avec les formules de Newton. Donc on sait que VFY est égal à moins GT plus VY. On cherche le temps de saut. On pose donc que d'après l'équation horaire, YF est égal à moins 1 demi de GT carré plus VIY fois T plus YI. Donc grâce à l'énoncé, on sait que VI égale 0, YF est égal à 0 et YI est égal à 10 mètres. On peut donc poser que donc 0
est égal à 1 demi fois 10 fois t carré plus 10. Donc on peut écrire que 0 est égal à moins 5 t carré plus 10. Donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à isoler le t. Donc on obtient t est égal à la racine de moins 10 sur moins 5, ce qui nous donne racine de 2 et environ 1,414 secondes. Donc maintenant on reprend notre première formule, VFY égale moins GT plus VIY, et ce qui nous donne, par application numérique, moins 10 fois 1,414 plus 0. Et on obtient une vitesse finale selon l'axe dy égale à moins 14,14 mètres par seconde. Question 7. Que remarquez-vous? Donc en fin de compte, on remarque tout simplement que avec les deux méthodes nous permettent de calculer la même vitesse finale. Question 8. 3 mois après, Hugo a un peu trop mangé de tartiflette. Il pèse maintenant 80 kg. Sa vitesse initiale vaut 5 km/h. Et sa direction est verticale et vers le bas. Donc l'item A était faux, parce que l'énergie vaut 8077,16 joules. Donc il fallait faire attention à la conversion entre les mètres par seconde et les kilomètres heure. Et il fallait le calculer de la manière suivante. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique, qui est égale à du coup mgh plus 1 demi de mvi carré. Donc par application numérique, on obtient la masse, donc 80 kg, G 10 mètres par seconde au carré, H 10 mètres, plus 1 demi, fois la masse, toujours 80, et la vitesse, donc 5 km/h, qu'il fallait bien repasser en mètres par seconde en divisant par 3,6, le tout au carré. Et on obtenait une énergie de 8077,16 joules. Donc l'item B était vrai. Donc l'énergie cinétique initiale est égale à 1 demi de mv carré, égale 0,5 fois 80 fois 5 sur 3,6, le tout au carré, et on obtenait 77,16 joules. L'item C était faux. Donc sa vitesse finale vaut, donc par la première solution, on peut poser que EM1 égale EM2, ce qui équivaut à EPP1 plus EC1 qui est égal à EPP2 plus EC2. Le tout qui équivaut à MGH1 plus 1 demi de MV1 carré qui est égal à MGH2 plus 1 demi de MV2 carré. On sait que EM1, on l'a calculé à l'item A, est égal à 8077,16 joules et que H2 est égal à 0 mètres. On peut donc poser 8077,16 qui est égal à 1 demi de MV2 carré. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à isoler V2. Donc V2 est égal à racine de 8077,16 divisé par 0,5 fois 80. Et on obtient une vitesse finale de 14,21 mètres par seconde. Alors maintenant, je vais vous expliquer la deuxième solution. Donc il a une vitesse initiale dans cette situation. Donc même si le principe est le même, il était impossible d'avoir la même vitesse finale. Donc là, c'était la solution, entre guillemets, raccourcie. Là. Et voilà, donc ça va être la fin de l'exercice 3. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage.